Je voulais juste présenter avec vous, en fait, le travail. C'est moi qui le présente, mais je suis jamais seul. Ils sont à la fois visibles et parfois non. Et je prends le risque de le dire. C'est-à-dire que ce que je veux partager avec vous, c'est une clinique qui n'est pas très orthodoxe. Alors pour vous prévenir, il y a deux façons de concevoir le monde. Il y a deux façons d'approcher l'humain, l'approche scientifique, objective, formelle, rationnelle, l'autre plus littéraire, subjective, interprétative, mais qui nous permet d'accéder au monde intérieur de l'humain. Et on utilisera celle-là. Et puis une petite phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la voyez, il y a moins de choses. Il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y ait jamais de progrès en art. C'est de Soulages. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas de progrès en soins. On est humain ou on ne l'est pas. Et on va le voir ensemble. Nous tous, les humains, on a une façon de voir le monde qui est une façon très subjective. Alors, on a toujours la sensation d'être très objectif. Abandonner le truc. Même là, comme je vous vois et comme vous me voyez, et comme vous voyez l'autre, c'est pas la même chose. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est de se dire qu'on voit le monde à partir de l'expérience qu'on en a. Certains d'entre vous ont eu des expériences terrifiantes, terribles, mortifères. D'autres non. D'autres à moitié. D'autres l'ont eu et l'ont plus. D'autres l'auront et ont peur. Ça s'appelle vivre. Et nous tous, on partage ça. On partage le fait d'être ensemble dans un territoire qu'on essaye connaissable, mais dont on connaît très peu de choses. Les comportements sont des réactions non à la réalité, mais à la perception que l'individu a de la réalité. Donc à chaque fois que vous dites « je le sais parce que je l'ai vu », mettez des guillemets. À chaque fois que vous dites « je suis une personne franche, entière », mettez 12 guillemets. Et à chaque fois que vous dites « je suis juste un humain », mais je fais de mon mieux. Là, il y a quelque chose qui peut advenir. C'est un petit peu ça, cette chose-là. Agir, c'est sentir la charge émotionnelle ou énergétique des mots. C'est l'expérience qu'on va faire ensemble. Parce que l'air de rien, on fait une expérience. Je ne suis pas là à vous donner un cours. Ça m'emmerde. Et vous n'êtes pas là à recevoir un cours. On partage ensemble, mais c'est moi qui parle. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on va saisir le langage du corps. Votre corps. Celui qui vous a été prêté à votre naissance. Celui-ci. Même s'il est malade, il est le premier à savoir qui vous êtes. Parce qu'il vous pratique depuis fort longtemps. Ah, le mien n'en peut plus de moi. Alors ensemble, on va jouer à Matrix. Alors quand je le dis aux étudiants, ils me regardent et me disent « c'est quoi ?» Ils ne comprennent rien, ces jeunes. Mais là, je vois qu'on a à peu près le même âge tous. Donc, on se comprend. Si tu prends une pilule bleue, l'histoire s'arrête là, tu te réveilles dans ton lit. Et tu crois ce que tu veux. Si tu prends une pilule rouge, tu restes au pays des merveilles, je te montre jusqu'où va le terrier. Une petite phrase de Morpheus que je dis souvent aux patients. Je lui dis, comment tu veux que je t'accompagne ? Comment tu veux qu'on s'aime tous les deux ? Et tu l'écris comme tu veux, comment on s'aime. Alors là, quand je vois un patient, en règle générale, il ne sait pas qui je suis. Parce que j'ai jamais de blouse. Je ne suis pas le pour-salut, donc je n'ai pas mon nom dessus. Vous
voyez ce que je veux dire? Et j'arrive comme ça. Et j'ai les cheveux longs, une boucle d'oreille. Il y a des gens qui me disent, mais qui vous êtes? J'ai dit, je sais pas, j'ai vu la lumière, je suis rentré. Ils me disent, mais vous faites partie de l'équipe? Je dis, oui, je suis le fada. Je suis le psychopathe. Et on commence à être ensemble. Alors que je sais qu'on va parler de la mort. C'est au cœur de nos préoccupations. Mais d'abord on rit. D'abord on respire. Et j'ai la chance d'habiter une ville où il y a beaucoup de cultures différentes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Marseille, c'est que je ne sais jamais quelle langue je dois parler. Français, l'italien, l'espagnol, l'arabe, le portugais, hébreu, je ne sais jamais. Et j'aime bien. Donc on va jusqu'au terrier. Qu'est-ce qu'est l'être? Alors ça c'est une question philosophique. Pendant mes études de théologie, je me suis posé cette question. Je n'avais pas compris que tout en moi me disait ce que c'était. Il fallait que ça passe par ma tête. Et je vois que certains d'entre vous, il faut que ça passe par la tête aussi. Et si ça passait par autre chose? Vous avez déjà pensé avec vos pieds? C'est Jésus qui m'a appris ça. Vous savez, le mec il y a 2000 ans, Galiléen. Il m'a dit, ferme-la et marche. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, c'est le chemin d'Abraham. Si tu veux savoir ce qu'est la vérité, va. Et je suis allé voir un copain à lui, Mohamed, m'a dit la même chose. Il m'a dit, va. Je suis allé voir d'autres qui m'ont dit la même chose. Tout est un jeu de trame. Je veux partager avec vous cette petite histoire que j'ai vraiment vécue, qui est l'histoire d'une dame. Alors, il faisait chaud, tellement chaud, la blouse pour seul vêtement et toucher ma blouse. Alors, vous me dites, il a dit qu'il ne portait pas de blouse, ce couillon. Eh bien, j'en porte de temps en temps, et surtout à l'époque. Ce bout-là, il a à peu près 7-8 ans. Dehors, le ciel d'un bleu profond éclairé par l'astre solaire bombait l'atmosphère de Massilia, un peu comme aujourd'hui ici, d'où aucun souffle frais de vent de mer ne venait. Les volets baissés, la lumière tamisée de la chambre la rendait douce, bercée du ronron de la climatisation. Elle était là, allongée, entre deux sommeils, les draps poussés vers ses pieds, laissant pendre vers le sol un bras afflué, presque maigre, d'où un bracelet bleu ornait le poignet. Vous voyez, quand je rencontre quelqu'un, je ne le rencontre pas seul. Je le rencontre dans tout ce qui fait lui, au moment où je le vois. Et cette dame allongée, eh bien, elle m'interrogeait quand même. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venu chercher auprès d'elle? Parler. Ouais, c'est mon travail. Des fois, j'oublie que je suis là pour bosser. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Mais la rencontrer ainsi, à moitié nue, pourquoi? Pourquoi ainsi? Est-ce que je suis devenu voyeur à mon insu? Moi qui me rêve de devenir un voyant, au sens de Heidegger, un voyant de l'âme, voilà qu'un corps, une chair se tenait devant mon regard. Ainsi, sur le pas de la porte, le malice se fit gêne et écœurement. Prêt à revenir sur mes pas, tellement mon regard me semblait découvrir l'indicible, la quasi-nudité d'une sœur humaine inconnue, j'entendis une voix en moi, douce et féminine. « Recouvre-moi, s'il te plaît. » C'est une expérience étrange. En moi, une voix parle. Mais ce n'est pas ma grosse voix, c'est une voix douce, belle. Je dois rêver, je me dis. L'angoisse qui m'étreignait, maintenant, d'être ainsi si impudique, m'empêchait d'agir. J'étais si mal à l'aise, ne sachant que faire. Recouvre-moi, je t'en prie, entendis-je encore. Mais que disait donc cette voix?
Pourquoi la recouvrir? N'avait-elle pas trop chaud? J'étais mort de chaud, moi. N'est-il pas normal de se découvrir dans cette fournaise? Prenant courage, finalement, et je fais taire mon diseur intérieur stérile. Peut-être vous avez un diseur, vous aussi, à l'intérieur de vous. Un bon vieux commentateur. C'est-à-dire que des fois, on ne vit pas la vie, on est TF1. On est les infos. Ah ben tu vois, là, il fait beau, ah, d'accord. T'es heureux? Ouais, ça va? C'est notre tête. Peut-être qu'il faut qu'elle se calme, celle-là. Alors là, je me disais, ferme-la un peu, à l'intérieur de toi. Lentement, je me tourne vers elle et je l'ai enfin vue. L'une de ses mains posée sur la poitrine, ses jambes longues et fines. Elle était mince, presque maigre. Son visage semblait détendu d'un profond sommeil, un visage émacié, maquillé légèrement, joli, les cheveux courts, noirs, lisses. Elle était belle, endormie, ailleurs. Ailleurs, me dis-je. Tout à coup, ma voix intérieure avait crié cet ailleurs d'une telle force, tel un coup de tonnerre. Dans un ciel bleu que je réalise soudain, elle est décédée. Là, les bras ballants, la blouse humide, je transpirais. Le regard un peu hagard, je me mis alors à chercher son pouls. Je l'avais crue vivante alors que... Recouvre-moi, s'il te plaît. Reprit la voix douce, s'il te plaît. Qu'il ne me trouve pas ainsi. Mais qui, pensais-je éberlué? Mon mari, celui que j'aime, mon amour. Je m'exécute. Alors, doucement, je pris son bras pour le remonter, posant délicatement sa main sur son autre main, sur sa poitrine. Merci, merci, fit la voix douce et féminine. J'allais quitter les lieux pour prévenir l'équipe, quand une autre voix, plus féline, ce coup-ci, douce, vint caresser mes bras d'un souffle frais en disant « Couvre-la maintenant aussi de ton amour d'humain ». J'ai alors joint mes bras en croix sur ma poitrine et pris le temps d'une courte prière, d'un au revoir pour elle, si belle, car elle prenait son envol, les yeux clos lentement, tendrement, je l'ai rouvirée en me retournant pour sortir. J'ai aimé cette dame profondément, mais la vie a voulu que je la rencontre alors qu'elle avait juste pris son envol. Je ne sais pas si j'ai halluciné, si vous entendez des voix aussi. Je vous rassure de suite, il n'y a pas besoin d'être schizophrène pour entendre des voix. L'hystérie suffit très bien dans la nomenclature. Mais si on y fait attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, il se passe tant de choses. Ce n'est pas dehors qu'est la fête, c'est dedans souvent. Et si on est calme et rigoureux dans son regard aimant, alors on voit la fête dedans et tout va mieux, même dans le plus grand des désespoirs. Cette dame et tant d'autres que j'ai aimées, parce que je ne peux pas faire de la clinique si j'aime pas. J'y arrive pas. Mon premier patron, il y a 29 ans, m'avait dit « Eric, un jour tu seras docteur. C'est la manne. Votre seigneurie, merci. Et tu as une blouse. » Oui, on a une blouse. Eh bien, quand j'enlève la blouse, il n'y a plus de soucis. C'est la plus grande connerie que m'ait dit ce monsieur. C'est mon ami. Maintenant, il a 81 ans. Il a été professeur de médecine et de bien d'autres choses. Il est d'une grande beauté, mais là, il m'avait vraiment dit une bêtise. La blouse, ça protège même pas des microbes. Mais bon, ça fait sens, ça fait appartenance. Et c'est pour ça que souvent, je ne la mets pas. La dernière fois, c'était un vigile qui m'a vu rentrer dans une chambre. Il m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. » Je lui ai dit « Mais pourquoi donc ?» Il me dit « C'est des chambres de patients.
justement, il faut que je voie. Et une infirmière qui était là a dit, arrête Eric. Je dis, bon, c'est vrai, je suis psychologue. Ah bon. Mais voyez, on est tous pareils. Un jour, il y a un gendarme qui m'a arrêté sur la route. Avant même qu'il ait ouvert la bouche, je pensais que j'avais fait une connerie. Et il me l'a demandé, il m'a dit, pourquoi je vous arrête, vous savez? J'ai dit, non. Vous ne rouliez pas un peu vite? C'est toute notre éducation. Et ce monsieur, il faisait son travail, il était adorable. Il m'a dit, il faut rouler un peu moins vite quand même, mon garçon. Et puis voilà. Mais quand je l'ai vu arriver, tout de bleu vêtu, ce qui est venu dans ma tête, c'est pas, il est gentil, hein. On est tous pareils. Enfanter. Cultiver un potager, c'est pas seulement produire des légumes. C'est apprendre à s'émerveiller du mystère de la vie. C'est Pierre Rabhi qui dit ça. Alors je le mets au présent parce qu'il n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais on s'en fout. Et moi j'adorais, je m'assois un peu, je suis fatigué. J'adorais ce petit arabe. À Marseille, on l'appelle le petit arabe. Il nous donne des leçons de vie, de folie. On croit qu'il faut lire Voltaire pour apprendre ça. Non, il faut écouter Pierre Rabhi. Inch'Allah. Colibri. Et ce qui est beau, c'est qu'il nous apprend à enfanter. Alors nous, enfin moi je suis un homme, enfin j'espère que vous le voyez, donc c'est difficile pour nous. Parce que nous, on se dit, mais comment on va faire cette histoire? Et il y a une petite histoire dans l'évangile de Jean, peut-être que vous en rappelez, pour ceux qui vous êtes allés au catéchisme au moins. Je m'en vais sinon. C'est très mignon. Nicodème, alors Nicodème, c'était le professeur de médecine de l'époque. On ne rigole pas, c'était un des grands pontes du Sanhédrin. Et il écoutait un peu Jésus, mais il se disait, il est bizarre le bonhomme. Et il lui dit, il écoute Jésus parler, et il lui dit, c'est ma version de l'évangile. Il lui dit, mais maître, Seigneur, mais je me dis que seul l'esprit connaît l'esprit. Et comment je fais pour entrer une seconde fois dans le ventre de ma mère? Et là, Jésus lui dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Meurs. Et tout ira bien. Il a pris du temps, hein, Nicodème. Mais c'est un peu ça, en fait, mon message. C'est que si vous n'êtes pas mort à vous-même, il est grand temps de le faire. Alors, vous ne pensez pas que ça soit terrifiant. Même monsieur Sartre nous le dit, le néant vient de l'être et non pas le contraire. Mourir, c'est se détacher d'eux. Ce qui ne veut pas dire couper les liens, ça veut dire juste pas attacher. Et ça veut dire qu'on va revisiter comment on aime. Parce que nous, on aime attacher. On est couillons, les humains. J'ai vu qu'il y avait un frère animal ici. Et souvent, lorsqu'on a un animal chez nous, on joue, on est con, hein, c'est papa et maman. C'est le modèle, un bon vieux modèle. Non, c'est un frère. J'aurais pas l'outrecuidance de vous demander si vous mangez des animaux. Non. On ne mange pas de frères. Vous allez me dire la laitue aussi? C'est vrai. Donc le problème, c'est que la vie, pour vivre, a besoin de la vie. Et c'est pour ça que la mort, à part dans notre société où ça devient vraiment un gros problème, c'est pas trop un souci. Elle s'en charge, la vie. Nous, soignants, ce qu'on a à faire, c'est pas à inventer un nouveau truc, c'est à écouter la vie. C'est aussi bête que ça. Car quand on l'écoute, ça marche bien. On a des patients qui viennent de tous les horizons. On a
a des gens qui sont pauvres, des gens qui sont riches, des gens qui sont jeunes, des gens qui sont moins jeunes. Et ils ont tous quelque chose. Vous imaginez si je vous donne une théorie, ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, moi, ce qu'il faut faire. Mais je sais qu'il faut pouvoir l'accueillir. Et pour pouvoir l'accueillir, on ne va pas faire Fisher-Price. On a tous envie, même ma coiffeuse, enfin, j'y vais pas souvent, même ma coiffeuse me dit, quelque part, je suis psychologue. Hein? Et comme je suis vraiment un emmerdeur, je lui dis, pas de souci, je vous attends à l'hôpital. Là, d'un coup, elle n'est plus psychologue. Mais quelque part, elle l'est comme un boucher, comme un agriculteur, n'importe qui est psychologue. Et simplement, le psychologue, lui, il va avoir un modèle sur lequel il va pouvoir bouger. Alors pas tous, il y en a qui sont vraiment chiants. Il y a des psychologues dans la salle? Je dis pas de conneries, c'est bon. L'unique problème de l'âme humaine, c'est l'état d'homme. Peut-il être surmonté? L'état d'homme. Est-ce qu'on peut passer à un autre état? Ou est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous suffit, la vie telle qu'elle est? Je me lève le matin, dès que je me lève, j'ouvre les yeux. En une nanoseconde, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à faire. Autour de moi, je connais. C'est chiant, non? La mort, c'est quoi? C'est le bouleversement de ça. C'est le bouleversement de je connais. Parce qu'en fait, on ne connaît pas. On fait juste que savoir. Et ça requiert toute notre humanité que d'oser vouloir connaître. La psychothérapie est une maïeutique vivante. Alors, c'est un bon vieux mot, psychothérapie. C'est du grec. Psychikein et thérapeutein. Si je vous le dis en latin, ça va vous parler. Cure d'âme. Pardon. Avant, c'était les curés qui faisaient ça. Maintenant, c'est les psys. Psy et autres, hein, je sais pas. Moi, il a fallu que je fasse un doctorat pour me sentir intelligent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Ils ont raison. C'est pas un souci. Par contre, pars en toi-même, toujours. Non pour te perdre, mais pour te trouver, toi. Et puis on s'en fout que tu trouves un peu d'ombre. Des fois, vraiment de la moisissure. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ça. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, oui. Il n'y a pas que du lumineux. Hein. Il y a du cacaboudin, des fois. Et il faut que j'apprenne à le voir, ce cacaboudin. Et souvent, le cacaboudin, c'est par exemple quand j'étais à Marseille et que d'un coup, Jacqueline me disait, tu n'oublies pas, tu dois venir vers Toulouse un dimanche après-midi. Et là, je me disais, oh putain, j'ai autre chose à foutre. Puis après, il y avait un autre cacaboudin qui venait, qui disait, mais hey, ça va, je ne suis pas une star du rock, moi. Puis un autre cacaboudin, il y en avait plein, hein. Alors je fais, chut. Je m'asseyais et mon corps il se détendait. J'avais des aides aussi de camp, qui sont les animaux que je côtoie, on épouse. Et ces aides de camp, plus mon mental, se sont apaisés. Et je suis revenu à la question centrale, qui suis-je? Et je ne sais pas qui suis-je, mais je sais que je suis. Alors j'ai fait mon Nisargadatta. J'ai fait comme Ramana Maharshi. Je dis, ah, je suis. Ça allait mieux après. Hein. Mais j'ai toujours à l'intérieur de moi cet intellect luciférien qui a usurpé la place de l'esprit créateur. Et celui-ci doit être recherché, non plus en haut, telle une flamme, mais dans les profondeurs où se trouvent les eaux. Ainsi qu'en témoignent les songes de nombreux hommes d'aujourd'hui. C'est pas de moi, c'est de Jung. Et c'est un peu le message
que vous lisiez le Coran, que vous lisiez ce qu'il y a à lire dans les Séphiroth, dans le Talmud, dans le Zohar, dans la Bible, dans les Upanishads ou ailleurs, avant de monter, fils ou fille, descends et meurs. L'angoisse moderne est l'appel du fond. Le vertige éprouvé sur les hauteurs de l'esprit, où l'être a cessé de plonger dans ses racines et de plonger ses racines dans l'humus nourricier. Notre monde moderne, à l'hôpital, on veut tellement qu'il soit aseptisé qu'il est devenu iPhonique. Les patients à l'hôpital du CHU de Marseille, au début, ils amenaient un nounours, on disait non, il y a des microbes. Oh, merde. Ils amenaient une plante, ils appelaient Caroline, au moins ça. Non, pas de fleurs, oui, ça peut, pas de ceci, pas de cela. Et puis un jour, mon petit-fils qui était dans le jardin mangeait de la terre. Moi, je suis fils de paysan, donc il mange de la terre, j'étais content. J'ai dit, ça va faire du verre dans son cul. Et sa mère n'était pas contente. Et elle lui a dit, ah, c'est sale. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai dit, mais comment ta mère peut être sale? Comment c'est possible, ça? Et c'est un petit peu mon petit jeu à l'hôpital, c'est de leur dire, on s'en fout. Alors on amène les chats avec les infirmières et les chiens à partir de 18h30. Et là, on va séparer l'oncologie du soin palliatif. Donc dans le soin palliatif, j'aurai plus de coups des franches. Et on aura notre chat. Parce que moi, j'ai tout appris des chats. Vous ne pouvez pas être psy si vous n'avez pas un chat. Alors, Zézette, qui est mon chihuahua, elle n'est pas contente quand je dis ça. Mais elle sait plein de choses, Zézette. Mais elle ne sait pas lire dans l'esprit des humains. Mes pensées, mes paroles et mes actes sont des vagues d'énergie qui voyagent et me reviennent. Vous l'avez vécu, ça. Il y a un très joli texte de Victor Hugo sur la rumeur. Dites donc du mal de quelqu'un. Essayez de taper sur YouTube, et Lucchini en parle, et un autre acteur que j'aime, Dussolier, en parle, et c'est très beau. À coup sûr, cette personne sera prévenue. Et c'est pas parce que c'est mal, c'est bien, c'est juste, c'est parce que c'est la vie. Quand je jette une pierre dans une mare, ça fait des sillons et ça revient. Ça ne peut pas aller ailleurs. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Ça, faut que je le marque dans ma voiture. Parce que des fois, à Toulouse, vous n'êtes pas mieux qu'à Marseille. Ma voiture, elle lit les panneaux. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et j'ai dit, mais j'ai marqué 90. Il y a tout le monde qui me doublait. Et à un moment, je me suis dit, je veux le faire, moi aussi. Ah ouais, mais il y a des radars. Et c'était parti, la machine était embrayée. J'ai bien passé 5 minutes à désembrayer la machine mentale. Vas-y, pas, peut-être, oui, fais gaffe, attention, droite, gauche. Alors que c'était tranquille. Tu vas rouler à 90, c'est bien. 120, c'est bien. 70, c'est bien aussi. Et si quelqu'un te fait une queue de poisson ou veut être devant toi à tout prix, c'est pas bien grave. Lui, comme toi, vous allez au même endroit. On n'y pense pas, hein? Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut s'insérer devant ma voiture à Marseille. Je lui dis, t'inquiète pas, on va mourir. Il est con, lui. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Je suis mon maître. Cette phrase peut être appliquée à tout le monde. Reste à savoir s'il s'agit du verbe suivre ou du verbe être.
Je crois que Macron, il n'a pas lu celui-là. Je vais lui faire lire. C'est un ami personnel. Non, c'est des conneries, mais... Science ou dogme. Au XXe siècle, le XXe siècle, a accentué le processus de sacralisation, surtout en Occident, qui, après une longue résistance, se débarrasse de ces mythes à un rythme accéléré. Les plus beaux triomphes de la science ne sauraient compenser cette perte d'âme. C'est un peu notre souci au XXIe siècle. Moi, je faisais partie des théologiens qui écoutaient Rudolf Bultmann. On va désacraliser le monde. J'ai arrêté. Parce que s'il n'y a pas de sacré dans notre vie, on est déjà mort. Le sacré, c'est l'essence même, c'est l'humus dans lequel on va prendre naissance. C'est pas forcément religieux. Je crois qu'ici, on est tous sur le même thème. S'il y a une religion, il y a une religion. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais la religion ne veut pas dire spiritualité et ne veut pas dire sacralité. Sacralité et spiritualité peuvent être indépendants. Et on peut vivre ça pleinement en soins palliatifs. C'est pour ça qu'à Marseille, on a créé l'unité de soins spirituels. Parce qu'on s'est dit quand même, au moment où on meurt, peut-être on a besoin de ça. On a besoin de confort, on a besoin de tranquillité, on a besoin de tant de choses. On a besoin d'appareils pour respirer, on a besoin qu'on nous nettoie la bouche, des choses, de couches, et qu'on puisse se regarder en face. Combien c'est difficile. Combien c'est difficile quand je rentre dans une chambre et qu'on n'a pas pris le soin de protéger. Et que je suis obligé de découvrir un frère humain nu ou en couche. Il n'y a pas de souci dans mes yeux, je l'aime, mais dans les siens. Il n'a peut-être pas envie que je le voie comme ça. Et ça, c'est important. L'âme. Oh, mes amis, l'âme. C'est ce qu'il y a de plus important. Eh bien, la névrose, c'est une souffrance de l'âme. Et au cas où vous ne le sauriez pas, pour vous faire bien du bien dimanche après-midi, j'espère qu'on est tous névrosés. Sinon, c'est plus grave. Mais il n'y en a aucun qui va bien. Et moi y compris. Mais je m'en fous, je me fais croire que je vais bien en soignant les autres. Vous savez, souvent on fait ça, je ne sais pas pourquoi. On est tous névrosés parce qu'on a tous connu la culpabilité. On est marrant, hein? À un moment ou à un autre, on est coupable. On veut divorcer, on veut. Et d'un coup, on se dit, ouais, mais je ne peux pas. Mais c'est nous qui voulons. Et pour plein de choses, c'est comme ça. Ça, il faut peut-être le lâcher. Il faut découvrir qu'on n'est pas coupable, qu'on peut s'autoriser, qu'on peut être. L'homme, une fois seul avec lui-même, se sent dans un état d'indigence spirituelle générateur de déséquilibre. La névrose, écrit Jung, est la souffrance d'une âme qui cherche son sens. Ce n'est toutefois qu'un stade critique, mais fécond, de l'aventure immémoriale de l'humanité. Oui, parce qu'on croit qu'on est arrivé. Moi, souvent, j'entends les gens qui me disent « Oh, mon garçon, heureusement que je suis né là maintenant. » Mais moi, je voulais naître dans 2000 ans. Ici, on est des dinosaures, on n'a rien compris. Quand j'étais petit, vous pensez, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y a pas de portable. C'est ni bien ni mal. Et toute ma vie, j'ai attendu ça. Une fois que je l'ai eu, j'étais content. Et maintenant, je le jette bien loin parce que tout le monde m'appelle. C'est dérangeant. Et tout progrès a sa contrepartie. Et dans la petite case, il y avait marqué « Si tu devrais toujours méditer au moins 20 minutes par jour. Et si tu es vraiment embêté parce que tu as trop de travail, alors médite 1 heure. » Et méditer,
Ça, c'est un vieux mot. Prier, on l'a utilisé tout à l'heure, c'est encore un vieux mot. Dans le monde moderne, on regarde la télé. C'est un nouveau mot. Mais nous, les humains, on a besoin des fois de prier. Ça ne prend pas beaucoup de temps, je vous jure. Prier, ce n'est pas une intercession. Ce n'est pas dire « Oh, toi, le Très-Haut, donne-moi un peu de pain ». Non. Prier, c'est chanter sa propre louange pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui vous voulez. Le Seigneur, c'est qui vous voulez. Mais tous, on a une culture. Moi, j'ai été élevé en Occident. Donc, j'ai des réflexes d'occidentaux. Quand quelqu'un dort à mes cours, j'aurais envie de le réveiller. Heureusement, je suis allé en Inde. On ne réveille pas un homme qui dort. Et ils ont raison. Qui vous dit que l'être qui est en train de dormir n'est pas en train de faire le plus dur des travaux? Pourquoi on pense que M. Kant a raison? Vous voyez, souvent mes étudiants me disent « Oh monsieur, moi je suis cartésien ». Je dis « C'est bien ». Je dis « Mais t'as lu Descartes ?» Je les vois un peu... Je dis « Parce que si t'as pas lu Descartes, tu vas être dans la merde ». Je t'explique. Descartes, dans son préambule, au discours sur la méthode scientifique, il dit « Je mets de côté la question de la croyance en Dieu. Est-ce que j'y crois? Point à la ligne. » Donc quand quelqu'un vous dit « Je suis cartésien », vous lui dites « Bienvenue chez les croyants ». Et c'est pareil avec Aristote. Tout le monde pense que la science, c'est la théorie qui regarde la pratique. Et la science, c'est quelque chose, vous voyez bien maintenant, vous regardez comme moi les pubs, quand on veut nous vendre une lessive ou un dentifrice, on met un mec un peu de mon âge, une blouse blanche, qui cause bien, et qui nous dit, c'est prouvé scientifiquement. Maintenant, ils sont fait un peu allumer. Alors ils disent, c'est démontré cliniquement. Bon, c'est des marchands, c'est pas grave, c'est juste des marchands. Et je ne sais pas si on a le temps. Oui, allons-y alors. Je voulais partager une autre dame, un autre événement de vie. C'était une jeune dame que j'aimais beaucoup. Et sa main caressait la mienne, douce et délicate. Elle me regardait sans tension. Ses yeux fixaient les miens, son max oxygène pendait, se gonflait, suivant sa respiration. Vêtue d'un simple t-shirt noir, les pieds étendus, on pouvait entendre le faible son de la télévision. Celle-ci éclairait la chambre par intermittence, de couleurs différentes. Sa main caressait la vie. Vous voyez, ça c'est le décor. C'est le soir. Et cette femme que je vais vous présenter, la première fois que je l'ai vue, c'est un toubib, un pote, qui me dit « Il faudrait que tu la prennes en charge. » Parce qu'il sait très bien que j'ai horreur de ce mot « prendre en charge ». Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Ah, c'est un canon. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu me racontes, Sébastien ?» Il me dit « J'ai jamais vu une femme aussi belle. » Je vois arriver la madame, effectivement. Après, j'ai eu de la chance parce qu'elle avait un peu forci au niveau hélium, ses seins. Et donc, ça me faisait du bien, je pouvais regarder ses yeux, je savais qu'ils étaient faux. Mais c'était une très belle femme. Et qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Mais là, on a un moment un peu particulier. J'étais sur une chaise, celle-ci bleue était percée pour les commodités, mais son couvercle permettait l'assise. La pièce obscure, chambre blanche, faisait résonner les pompes diverses, permettant un confort pour vivre. Le bruit de l'oxygène égayait l'ensemble d'une musique d'eau agréable. « Comment c'est ?» m'interroge-t-elle, dans un souffle, les yeux embués de larmes.
Moi, j'étais juste là, posé sur un drôle de trône. Voulait-elle vraiment que je dise? Ne sachant pas trop, mon regard croisa le sien. Une déchirure dans le temps, j'étais elle l'espace d'un instant. Mais un instant, j'avais mal. La tristesse m'envahissait. Par vagues longues et sourdes, sa main serra la mienne comme le rappel d'une nécessité de réponse. Le métier que je fais, il demande par moments ça. Alors on a un mot moderne, on appelle ça de l'empathie. Le mot ancien, c'était du latin, c'était compassion. Empathie, c'est le mot grec, empatheos. Et si je ne ressens pas ce que ressent le patient, je ne dois pas le rencontrer. Il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et là, je ressens. Et quand je ressens, j'ai mal. Quand elle ou il est triste, je suis triste. Alors je lui réponds. C'est un lieu qui aura la couleur de ton âme, un esprit que tu aimes déjà. Il y aura là-bas ce que tu y amèneras avec toi. Puis il y aura ceux qui déjà se préparent à te recevoir chez toi, dans un océan d'amour. Ses yeux laissaient perler des larmes qui coulaient en ruisseau le long de sa joue. Et, raconte-moi, reprit-elle, mais ses yeux se fermèrent d'un coup. Elle se crispa, la douleur de respirer. Doucement, lui dis-je, voilà. Doucement, inspire, inspire, ça va passer. C'est juste un instant du corps. Aide-le à l'harmonie avec ta pensée. Décrispe lentement ton corps. La respiration douce et calme reviendra. Pendant que ces mots sortaient de ma bouche, je la trouvais si forte, si courageuse. Oh, pas du courage du guerrier, mais de celui de la femme qui accouche. Alors nous prîmes le temps de la douceur, tout le temps de son souffle, et comme un magnifique rayon de soleil après la pluie, ses yeux s'ouvrirent à niveau. Ainsi, j'ai pu continuer. Après le voyage difficile, après les attentes plus ou moins longues dans les sas que tu créeras, un peu comme des terminaux d'aéroport ou des escales de voyage pour un pays lointain, tu arriveras chez toi pour t'y repaiser. Car tu auras vu l'amour des autres ou leur indifférence égotique. Le cortège de ton enterrement, les larmes des tiens, et tout cela t'aura épuisé. Notre demeure n'est pas ici. On croit qu'on est vivant qu'elle est ici. Moi, j'ai cru à un moment, mais non, c'est pas ici. Le temps passé dans l'amour n'est pas du temps, mais de la lumière. Christian Bobin. Tu repenseras alors au moment où tu as voulu leur dire « je suis là », dans le silence, pour réponse, car ils t'entendront pas, tous. Tu seras fatigué, mais tout en joie d'être enfin à la maison, avec ceux que tu aimes et qui déjà ton sourire t'amènent découvrir ton lieu. Parce que je suis désolé, mais on a attendu. Moi, je ne suis jamais allé en néonate parce que ça me fait trop souffrir. C'est pour ça que j'ai choisi le palliatif. Je suis beaucoup moins courageux que mes confrères. Moi, je préfère accompagner les gens qui vont chez eux que ceux qui viennent ici. Ça m'inquiète. Quand je vois toute une vie devoir se dérouler devant moi, oh là là. J'aime quand tu me parles ainsi. Même si je ne sais pas si je dois le croire, fit-elle en souriant. Ne le crois pas, lui dis-je. Pose cela en toi et fais-en l'expérience. Ça ne sera plus facile si j'y crois? Non, croire ne sert pas à grand-chose. Ici, seul l'émerveillement de ta propre joie
donnera les ailes du réel. Il faut qu'on arrête de croire. Mais je suis sûr que vous êtes persuadés d'être quelque part en novembre 2024 dans une salle, dans un patelin appelé Catins. Oh, il a même le micro, il a... Et vous êtes... Ben non. Non. Alors oui, notre corps est là, et on est bien là. Et moi, avec vous, je suis bien. Mais on est des êtres spirituels, disait un cher moine pendant la Première Guerre mondiale. Et là, c'est Robin Williams. Vous vous rappelez Robin Williams? J'ai toujours pensé que le pire truc qui pouvait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est finir notre vie entourée de personnes qui nous font sentir seuls. Combien j'en ai vu des soignants qui faisaient sentir les patients seuls. Des familles aussi, proches. Vous savez, le proche qui est toujours bien intentionné. Vous êtes en train de mourir, il vous dit, oui, mais fais comme ça, tu verras. Moi, j'ai une maladie un peu embêtante, vous l'entendez peut-être, c'est au niveau de la respiration. Et donc, je suis insuffisant respiratoire. Et il y a toujours quelqu'un pour m'apprendre à respirer. C'est incroyable. Là, je dois être à peu près à 80 de saturation. Tu peux m'apprendre ce que tu veux, mon garçon, mais si je continue, je sais où je vais. Mais comme je ne suis pas inquiet parce que je vous sens très aimant, je peux le faire. Vous voyez? Ça marche comme ça, la vie. C'est pour ça que vous croyez que vous ne faites rien. J'arrête pas de vous piquer de l'énergie. J'arrête pas de pouvoir. Parce que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, je suis peut-être dans un lit en train de dormir ou peut-être en train de m'inquiéter d'une satte un peu basse. Vous voyez combien c'est important l'autre. Peut-être vous avez vu ce film, La ligne verte. Il y a des vieux ici, j'aime bien. À mes étudiants, je leur dis à chaque fois, la ligne verte, ils me disent, oh, merde. Et j'aime beaucoup ce monsieur qui nous dit la chose suivante. Je suis fatigué, patron. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine, la souffrance que je sens dans le monde. Ah, il devait être infirmier. Ou autre. Moi aussi, je suis fatigué. Je suis fatigué de toute la peine que je ressens dans mes propres combats. Un jour, un étudiant m'a dit, « Monsieur Dulot, comment vous avez fait pour aller jusqu'au doctorat? C'est dur. » Et je lui ai dit, « Non, couillon, c'est comme je ne savais rien faire d'autre, je suis allé jusqu'au bout. » Mais je sais pourquoi j'ai fait ça. Et c'était pour feu ma mère, la Françoise, comme il disait dans le Berry. Quand elle est venue à l'hôpital, en soins palliatifs, chez moi, mon deuxième chez moi, elle a vu une porte où il y avait marqué « Docteur Éric Dudot ». C'était une mezouza pour elle. Elle était contente. Et après, elle m'a dit, quand même, tes petits copains, ils commencent à me gonfler. Je savais que je devais la ramener à la maison. Je suis fatigué. Et vous l'êtes très certainement aussi. Combien on aura regretté quand il est trop tard, quand ça défile une dernière fois, avant de perdre quelques grammes d'âme. Combien pèse ce qui a été étouffé pour faire plaisir aux autres, pour faire envie aux autres, pour montrer aux autres. Tout ce temps qu'on a mis en vain, au moment du dernier soupir, qu'est-ce qui compte?
l'évidence d'un désir, une euphorie d'être ensemble, la lumière sur une peau, un extrait de dialogue. C'est de Virginie Despentes. Bye bye Blondie. Peu recommandable, la nénette, mais elle écrit des choses sympas. Ça, on l'oublie tout le temps. Moi, je sais pourquoi j'ai fait tant d'études. J'ai fait tant d'études parce qu'un jour, un ami m'a dit « Si tu as quelque chose à dire au monde, il va falloir que tu bosses. » Et comme je suis un grand couillon, je pensais que j'avais un truc à dire. Et quand on a un DR qui est devant le nom de famille, on est plus écouté que quand on fait autre chose. Mais on n'a pas changé, je suis toujours aussi couillon. Hein. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est que ça m'a coûté des années de vie, cette histoire. Oh, j'ai bien aimé. Hein. J'adore la psycho, j'ai beaucoup aimé la théologie, l'ethno un peu moins. J'ai appris plein de trucs. Mais personne ne m'a appris l'essentiel. Il a fallu vraiment que j'aille chercher au cœur du désert, le vrai désert, du côté de Sfax, entre la Tunisie et l'Algérie. Parce que pour trouver son être, il faut passer par le désert. Et le désert, c'est un lieu magique où il n'y a rien. Et je vois que ceux que j'accompagne, ils passent par leur désert, à eux. Or, qui vaut largement le désert de Sfax. Et je ne dois pas aller là-bas les consoler. Et je dis à tout le personnel soignant, quand quelqu'un pleure, laisse-le pleurer. 2 minutes, 3, 4. Ose les 5 minutes, puis va. Des fois, on a besoin de pleurer. Vous vous souvenez, puisqu'on est tous vieux ici, quand on était triste, on mettait quoi dans la musique? On ne mettait pas la danse des canards. Hein. On mettait So Long Married, un petit peu de Cohen, un petit peu de Rose Blanche, et on pleurait encore plus. Et à chaque fois, il y avait un copain qui était là et qui nous disait « Allez, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Une de perdue, 10 de retrouvée. Ça ne marche pas. Hein. » Un autre copain qui nous disait « Ah ouais, c'est dur quand même, c'est dur. » Moi, ça m'est arrivé avec... On avait juste besoin d'une oreille, mais une oreille qui se tait. Mais si elle se tait tout le temps, un peu comme certains psychanalystes, ça peut faire peur. Il faudrait qu'elle l'ouvre un peu des fois. Il va donc falloir que l'on s'aime pour s'en sortir. Pour ma part, j'ai causé. Je vous remercie infiniment. Et j'attends vos questions. Bonjour à tous, à toutes. J'ai juste envie de citer Mahmoud Darwish qui disait « Nous sommes des morts en vacances dans la vie ». Et j'adore cette idée du voyage, et quand on termine un voyage, on rentre à la maison. C'est qui disait ça? Mahmoud Darwish, poète palestinien. Très juste. Bonjour à tous. Je vais vous poser la question, comment ça se passe quand vous êtes avec les personnes là? Est-ce que vous restez longtemps? Est-ce que vous restez quelques minutes? Et après, j'aurais une question. Est-ce que vous avez réfléchi, lorsque vous serez malade, est-ce que vous rentrerez à la maison chez vous, dans votre lieu? Alors, c'est une superbe question. Alors, je vais prendre la deuxième, puis après, je réponds à la première. On a fait une étude avec des amis, parce que je suis prof aussi en psychologie sociale de la santé.
Et donc, nous, notre job à la fac, puisqu'on n'a rien d'autre à foutre, c'est de faire des études. Bon. Donc là, on fait des questionnaires sur... là, je pense que la cohorte était de 400 personnes. Et on demandait, on avait pris des médecins de palliatifs, on avait pris des gens qui allaient très bien, on avait pris des internes, et on avait pris des malades. Et bien la réponse à votre question, elle dépend de là où je suis. C'est-à-dire que souvent, on pense que c'est mieux de rentrer chez soi quand on va bien. Mais des fois, on s'inquiète pour les autres. Beaucoup d'entre les patients que j'ai eus sont restés à l'hôpital parce que c'était trop lourd pour leur épouse ou leur époux. Parce que c'était trop lourd pour les enfants. Parce qu'à l'hôpital, on peut mourir avec le sang qui gicle de tous les côtés. Pas à la maison. Et puis, beaucoup aussi d'entre nous se disent, si elle est morte à la maison, je ne pourrai plus jamais y vivre. Ou s'il est mort à la maison. Et là, c'est à nous de travailler. Parce qu'on peut très bien naître à la maison, vous le savez, et on peut très bien mourir à la maison. Ça ne pose pas de souci. Je crois que ma maison a vu plus de morts que de vivants maintenant. Parce que les gens, lorsqu'ils se sentent bien, ils viennent à vous. Et ma maman est morte à la maison, sa maman est morte à la maison, enfin, etc., etc. C'est-à-dire que quand on peut accueillir l'autre, eh bien qu'il s'y sente bien. Mais il n'y a pas de danger. Mais je sais que ma maman, à des moments, c'était trop chaud pour qu'elle soit à la maison. Et même elle le savait. Donc on faisait des stages en palliatif. Et elle revenait, elle repartait. Et elle a décidé de mourir une nuit. Alors il faut savoir, ma mère, je vous plante le décor quand même, était prof. Et le soir, elle me regardait, elle me disait, n'oublie pas mon whisky. Palliative, hein. Il n'y a pas de souci, on va prendre le whisky. Et il y a un soir, je n'ai pas pu dormir. Mais je n'étais pas agité. J'avais juste pas envie de dormir. Alors je suis resté à mon ordinateur, mon petit jouet, ça, mon petit Macintosh, tout ça. Et je n'allais pas vous dire que je lisais ou que je travaillais, c'est pas vrai. J'étais sur Netflix. C'est bien aussi, de temps en temps. Et à un moment, à 4 heures du matin, pris d'une certaine envie de faire pipi, à mon âge, la prostate quand même, hein. Bon, j'étais un peu plus jeune. Et je me dis, oh, comme il fait beau, j'habite La Ciotat, c'est juste à côté de Marseille, à côté de la mer. Oh, comme il fait beau, je vais faire comme quand j'étais petit, je vais pisser dans le jardin. Donc je vais dans mon jardin et je fais pipi. Alors vous voyez le bonhomme, hein, je fais pipi, donc j'ai les mains occupées, ou du moins une main occupée. Et d'un coup, je vous promets que c'est vrai, je me sens merveilleusement bien. Je regarde autour de moi et je vois des vaguelettes de couleurs différentes. Et je me sens bien. Je finis ce que j'ai à faire quand même. Et je rentre. Et là, je vois que tout le monde est réveillé. Et ma sœur me dit, maman vient de partir. Et elle s'effondre en larmes. Et je lui dis, va pas me la retenir, elle m'a déjà assez fait chier. Et je savais que ma maman était partie. Oh, elle flottouillait un peu là quand même. Je me tenais, j'avais quand même peur, hein, donc je me tenais un peu droit. Mais j'ai accompagné des centaines maintenant de personnes qui sont décédées à l'hôpital. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est beau. À chaque fois, je pleure. Je suis un psy pleureur. Et il y avait des saules pleureurs, moi j'ai un psy pleureur. Parce qu'en fait, c'est une fonction qui est très importante. C'est pour ça que je laisse mes larmes couler, je n'ai pas honte. Ça permet de me nettoyer.
pour être encore un petit peu plus pour lui ou elle. Parce que à l'hôpital à la Timone, on a des ados, parce qu'on fait les sarcomes, et l'ostéosarcome, c'est souvent le pic vers 17, 18. Et on a beaucoup d'ados, donc on a suivi. Et puis à un moment, et là, c'est délicat des fois. Et il y avait un jeune homme qui était là et qui avait entendu les infirmières de nuit parler dans le couloir. Faire attention au couloir. Et les infirmières de nuit avaient dit « Oh, mais de toute façon, il est quasi drogué maintenant, hein, il ne peut plus... » Et il m'appelle à 1h30 du matin. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. J'entends mon portable qui est toujours en vibreur. Je vois son nom, je décroche, et il me parle. Il me dit qu'il est très angoissé, il ne veut pas être drogué et tout. On a repris ça le lendemain, et il est mort 1 semaine après. Mais voyez, même si c'est vrai, on s'en fout, qu'il avait de la morphine, qu'il avait de la kétamine, que des fois il faisait des bolus un peu trop. Qui on est pour juger? Qui on est pour dire quoi que ce soit? Moi, je ne sais pas combien tu as mal, mon frère. Je sais qu'on va te poser la question. Quand j'ai été hospitalisé, on m'a posé la question. J'ai une dame qui est venue qui m'a dit « Vous avez mal à combien, monsieur ?» J'ai dit écoutez, ça va pour les pieds, un peu plus haut, ça peut gratter un peu. Elle m'a dit « Mais c'est sérieux ?» Elle ne savait pas ce que je faisais. Je lui ai dit « Mais calme-toi. Je suis du service d'à côté et j'ai pas mal, ça va. On n'a jamais mal au poumon. » Elle me dit « Oui, mais je vois que vous respirez pas bien. » Je lui ai dit « Mettez ce que vous voulez. Moi, je vois que vous êtes à 8. » Et on fait tous ça. Regardez avec nos enfants. Vous avez eu des enfants? On est lourd, putain. Heureusement qu'ils sont sympas. On est tout le temps inquiet. Et des fois, on ne l'est pas et on devrait l'être. Pour finir et répondre à votre question, j'ai pas de timing. C'est-à-dire l'horloge ne guide pas, mais pas. À l'hôpital. Au cabinet, oui. Je suis un escroc, moi, au cabinet, 1 demi-heure, 50 €. Faut pas déconner. Par contre, à l'hôpital, ça va. Ça peut être 5 minutes, parce que la personne peut être très fatiguée. Ça peut être beaucoup plus long, mais ça dépasse jamais 45 minutes. Et c'est déjà énormément long. Parce que les empamnésiques, puis la fatigue, fait qu'après, ça sert à rien. Et puis, la famille est tellement importante que ce n'est pas une blouse blanche qui va prendre le taf de la famille. Est-ce que j'espère avoir répondu un petit peu? Je m'étais mal exprimé. En fin de compte, la première question, c'était simplement, est-ce que vous avez prévu, vous, quand vous ne serez pas bien, de retourner à l'hôpital, dans votre service? Quand j'ai dit chez vous, en fin de compte, vous avez dit que c'était chez moi, l'hôpital. En fait, ils ont tous peur parce qu'ils savent que je suis un peu malade de la tête. Et donc, je leur ai tous dit aux équipes, je leur ai dit, quand je vais mourir, je viens ici. Ils m'ont dit, non, tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, bien sûr que si. J'ai dit, en plus, il faudra me sonder. J'aime bien embêter les infirmières. Non. Parce que je n'aime pas le psychologue qui donne des ordres ou qui fait la leçon. Mais des fois, entre deux portes, je leur parle et je leur dis, il avait une petite zézette, le monsieur de la 110. Oh, ça a été dur de le sonder. J'ai dit, on va lui dire. Oh ben non. J'ai dit, alors pourquoi tu le dis là à ta copine? Elle me dit, bien parce que c'est ma collègue. J'ai dit, mais ça me fout qu'il a une grosse ou une petite zézette. J'ai dit, tu te rends compte, t'es pas un homme. Moi, tu me dis que j'ai une petite zézette, je m'en remets pas. Et après, j'ai dit, on va regarder dans les études. Et je leur sors les études. Bon, ça va, on a tous une zézette à peu près équivalente lorsqu'elle est en érection. Excepté rococifrédie.
Mais vous ne pouvez pas savoir, des fois, les hommes, ce que j'entends. Parce qu'on parle, là j'ai pris 2 cas de dames, mais c'est tellement difficile pour un homme. Vous imaginez un homme qui toute sa vie a été quelqu'un qui a été directeur de lui-même et de quelques autres, ou qui a été quelqu'un qui a fait un travail de force et qui l'a nettement diminué. Combien c'est difficile pour lui, ne serait-ce que de dire j'ai besoin. C'est énorme. Et combien de fois le monsieur ou la dame qui n'est pas malade prend la parole de celui qui est malade. Ça arrive souvent aussi. Le mieux, c'est de rien dire. Voilà, donc si je meurs, moi je vais mourir chez moi. Au niveau drogue, ils ne sont pas mauvais. Bonjour. Je vais essayer de formuler ma question de la meilleure façon. Par rapport à votre expérience, j'aimerais bien savoir comme les personnes qui sont autour de patients réagissent quand il y a des personnes qui basculent de l'autre côté, on peut dire, et qu'il y a des moments qui voient des choses où les gens ils disent c'est des hallucinations, des trucs comme ça, voilà. Parce que quand on bascule de l'autre côté, peut-être la personne il voit des choses, voilà. Merci. Bon, c'est pas grave si je prends ma place à l'université, mais les gens qui sont en fin de vie n'hallucinent pas. Alors, au début où je travaillais, on pensait que c'était des formes morphiniques. Et puis après, on s'est dit, non, ça doit être les structures psychiques. Vous savez. Et fondamentalement, depuis tout ce temps, je sais maintenant qu'on vient les chercher. Et que bien souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, je vois le patient qui dit, oh, ben t'es là, toi. Et je dis aux infirmières, aux toubibs, médecins qui travaillent avec moi, on ne touche à rien, on se casse. Parce que là, c'est l'intimité de la personne. Mais lorsqu'on va passer de vie à trépas, et vous verrez bien que j'ai raison, un jour, vous êtes attendu. Mais d'abord, il faudra passer la peur. Parce que le pire ennemi, c'est pas le toubib, quoique, c'est la peur. Et vous tous, et moi le premier, c'est pas parce que ça fait 29 ans que je suis là-dedans que j'aurai pas peur. Je sais que j'aurai peur. Il y a un moment où mon appareil psychique ne tiendra plus la rampe. Là, je fais le malin. Mais en situation, j'aurai peur. Je vais peut-être appeler au secours. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Et c'était une initiation que faisaient les anciens. Une vraie initiation, c'est de vous enterrer vivant. C'est comme ça qu'en Égypte, ça donnait les sarcophages, les mangeurs de chair. Mais on ne vous enterrait pas réellement, on vous sortait de là 3 jours après. Mais c'est pour connaître cette expérience-là. Et on a tous à affronter à un moment notre adversaire. Et au moment où on comprend qu'on n'a pas à l'affronter, mais à l'aimer, réellement, ça devient un peu plus simple. Mais on a peur. Même Star Wars vous le dit. Non. Vous vous rappelez Yoda? Il le dit à Luke Skywalker. Il lui dit peur, tu auras. Va. Il coupe la tête de Dark Vador et il voit sa propre tête. Ça, ce sont des expériences mythiques. De tout temps, il y a eu ça. Et en fait, c'est ce qu'on a à faire, nous, dans nos vies. C'est symbolique, heureusement, parce que si on se coupe la tête, on est mal. Mais il faut qu'on arrive à penser ailleurs que tout le temps là. On peut penser par plein d'endroits. Je ne sais pas si j'ai répondu.
qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce chemin-là? Pourquoi accompagner des personnes en fin de vie? Pourquoi? Et est-ce que c'était évident pour vous dès le départ? Est-ce que ça a été un chemin sinueux? Non, c'était assez évident. C'est parce que, en fait, quand j'étais petit, je voulais être prophète. Feu Françoise m'a dit, ça va être délicat, mon garçon. Et donc, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai passé mon bac en mention passable. J'ai dit, ne mets pas si c'est passable. Passable. Ridicule. Et je devais aller en maths sup prime. Parce que j'avais fait un bac technique qu'on appelle à l'époque F1. C'est-à-dire construction mécanique. Ça mène à tout. Ça. Et Françoise me dit, donc tu vas faire maths sup prime, puis tu vas faire ingénieur. Oh, c'est beau tout ça. Malheureusement, je tombe, enfin, je veux m'inscrire en psycho. Et en m'inscrivant en psycho, je tombe sur la faculté de théologie. Et je dis à mon copain, arrête-toi là, je rentre. J'ai pris les dossiers et je me suis inscrit. En fait, depuis petit, mon souci est le suivant, ça tient en très peu de mots. Qu'est-ce que je fous là? Alors je regardais les adultes, je disais, bon, parce que j'adorais aller à la messe. C'était mon kiff avec mon cousin. On avait 1 franc à l'époque, 52% pour le curé, 52% pour les bonbons. C'était bien cool. Et toujours, je trouvais ça beau. Petit. Bon, Paul, lui, non. C'était mon cousin et il faisait que des conneries. Mais moi, je trouvais beau. Et surtout, pas l'homélie, ça me fatiguait, ça, mais quand il récitait les textes. Et donc, je voulais être moine. Et le cul m'a rattrapé. Pas mieux vous dire. J'ai essayé. Je me suis tordu les boyaux et autre chose. Et j'ai pas réussi. Et fois je vois un moine, je dis, mais quand même, c'est bien. Et donc, tout naturellement, de qu'est-ce que je fous là? Je me suis posé la question, qui m'y a mené? Donc, Dieu ou pas? Et puis, où je vais? Donc, mort ou pas? Et comme je suis un peu péteux, un peu la trouille, c'était l'époque où c'était en 88, il y avait un monsieur qui avait écrit un livre qui s'appelle « Nous sommes tous immortels », qui s'appelait Patrick Drouot. Et j'ai lu ce livre et j'ai dit, mais il a raison ce mec, peut-être on ne va pas mourir, c'était pas mal comme idée. Et j'avais lu De mémoire d'Essénien de Daniel Meroy. Et c'est des années plus tard que je suis devenu son ami, pour ma plus grande joie. Et quand j'ai lu De mémoire d'Essénien, j'ai posé le livre sur le lit de feu ma mère, et j'ai dit, voici la vérité. Elle m'a dit, mon garçon, il faut arrêter de fumer du hashish. Je dis, maman, je ne fume pas. Voilà, ma trajectoire est toute bête. Bonjour à tous. Alors j'aurais une question. Là, nous sommes sur la thématique de la fin de vie. Qu'en est-il des personnes qui se posent des questions étant jeunes et qui pensent déjà à la fin de vie étant jeunes, sans être malades? C'est des grands malades. Non, je pense qu'il y a, comme dans une classe, il y a des élèves qui sont plus avancés que d'autres, mais qui sont pourtant des élèves aussi. Dans l'humanité, on a des gens qui sont plus avancés que d'autres, mais qui sont des élèves aussi. Et en gros, il y a des gens qui se posent des questions très très tôt, et d'autres qui se les posent très très tard. J'allais dire, ça dépend du chemin de vie de chacun. Je pense que la vie est assez maligne pour des fois
nous faire oublier notre savoir. Et il y a des gens qui vont se réveiller. Alors moi j'aime bien ce mot-là, je l'utilise parce que j'aime les maîtres indiens qui vont s'éveiller à un âge fort avancé. Mais ils n'ont pas dormi les autres. C'est juste qu'il fallait les canaliser un peu, sinon ils allaient turbiner un peu trop. Et après il y a des êtres qui viennent au monde et qui sont là parce qu'ils ont envie de nous aider. Et ces êtres-là, qui tout petits se posent des questions, font certainement partie de ces êtres qui viennent là nous aider. Vous êtes tous là ici un dimanche après-midi, sans déconner. Vous n'avez pas de télé? Il ne fait pas beau? Vous n'aimez pas le foot, le rugby, le je sais pas quoi? Ça veut bien dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un chemin qui s'est fait beaucoup plus puissant que chez moi. Et moi, si je suis là, c'est parce que vous êtes là. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes le moteur de l'humanité. Ce n'est pas les huiles. Nous, on va vous suivre. Quand j'ai commencé le soin palliatif, rien que dire le mot croyance, c'est déjà une grossièreté. Là, maintenant, dans le service, on fait de l'aromathérapie, on fait du reiki, on fait de l'énergétique, on manipule les chakras. Ah, bien évidemment, ma pote qui est chef de service, elle me dit, bon, Riri, elle m'appelle Riri. Elle me dit, Riri, occupe-toi-en, et là, j'en peux plus. Je m'en occupe. Et il y a des gens chez qui ils veulent tout ça, et il y a des gens qui me disent, moi, je veux rien de tout ça. Qu'est-ce que c'est charlatanerie? Et on se met au diapason de la personne. Mais on a appris tellement de choses. On avait une ostéopathe qui venait. Bon, maintenant, elle ne vient plus, elle était prof. Et c'était d'une utilité remarquable. Les infirmières sont des gens très remarquables dans le fait qu'elles sont folles. Je sais qu'il y en a quelques-unes, donc j'aime bien pousser le truc. Elles vont, c'est elles qui vont voir le toubib. Elles lui disent, oh, il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? Et elles osent venir dans mon bureau dire, oh, le monsieur là-bas, il t'attend. Je dis, mais quoi, il m'attend? Je lui ai dit que tu allais passer. Je lui ai dit, mais t'es gentil, préviens-moi. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde, il va changer par peut-être ce qui se passe, qui fait qu'on pourra pas rentrer à Marseille, les agriculteurs, par tous ces gens-là qui n'ont jamais eu la parole ou qui ne l'ont pas prise ces dernières décennies, et qui fait que maintenant on va dire stop. Moi, je suis le premier à prendre un Doliprane quand j'ai mal à la tête. Mais j'oublie pas de me poser la question de pourquoi j'ai mal à la tête. Et si j'ai pas de Doliprane, je connais des amis qui ont des potions, comme je dis. Ils y arrivent, hein, ils me donnent des trucs, ça marche. J'y comprends rien, moi. Mais j'ai la foi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pas moi. Je voulais savoir par rapport à votre expérience où moi j'ai accompagné plusieurs personnes jusqu'au bout, mais je voulais savoir si par rapport à la peur, est-ce que qu'est-ce qui, à votre avis, est le plus, entre guillemets, accompagnant pour accueillir cette peur et qu'il y ait comme quelque chose qui soutienne la personne? Ou pas. C'est comme quand quelqu'un est en colère. Souvent. Ah, c'est comme quelqu'un qui est en colère. Souvent, il me dit, je suis en colère parce que Ente, il a fait ceci ou il a fait cela, parce qu'il y a eu tel événement, parce que ceci, parce que cela. Et moi, je lui réponds toujours, permets-moi de te dire que c'est bien de t'offrir toi-même la colère. Un petit moment. Et il a cette colère. Elle t'est offerte. Elle est offerte par qui? Par le soi. Parce qu'il y a à l'intérieur de nous qui te fait réagir. C'est bien.
Et des fois, c'est bien d'être en colère aussi, parce qu'il faut dire zut. Quand elle a peur, elle est tout le temps à l'agachon. Alors l'agachon, c'est un terme provençal pour dire elle est toujours derrière quelque chose. En gros, si vous vous rappelez le catéchisme, dans les textes vétérotestamentaires, c'est Caïn. Mais en même temps, Caïn, c'est le maître des forgerons, Tubal Caïn. Et en même temps, c'est ce qui nous a permis de construire notre monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de néfaste. Et la peur, c'est juste quelque chose qui vient et qui va tout saccager en vous. Et au moment où vous dites « Ok, va, je te vois », vous la laissez passer au travers de vous. Ça va, il n'y a plus que vous. Mais des fois, il faut beaucoup de temps pour que ça passe. Et quand on voit quelqu'un qui a peur, n'essayez pas de le rassurer avec de la fausse rassurance. Dites-lui, je valide le fait d'avoir peur. Moi, je dis aux gens, ouais, j'aurais peur aussi. J'aurais peur. Parce que je suis un être humain et j'ai besoin de ce moment où ça va désertifier. À l'intérieur de moi, toutes mes vérités, toutes mes certitudes vont s'envoler. Toutes ces mains qui seront tendues, je dirais, mais à quoi bon, puisque je vais mourir? Et puis il faudra que quelque chose naisse de ça. Et quand ce quelque chose sera né de cela, alors tout pourra advenir. Et surtout mourir. Merci. Après, je peux respirer, c'est bon. Ce n'est pas une question, mais vous m'avez interpellée parce que je pense que je n'ai pas peur de mourir. Et vous, vous dites qu'on a peur de mourir. Alors, quelque part, ça me trouble. Eh ouais, il y a une couillon dans l'histoire. En fait, on n'a jamais peur de mourir quand on est dans sa tête. Et quand moi je suis dans ma tête, j'ai pas peur de mourir. J'en ai lu des bouquins et j'en ai vécu des choses. Je connais plus de morts que de vivants. J'ai pas peur. Mais je sais que au moment où je vais y être, c'est pas ma tête qui va me servir. C'est mes tripes. C'est mon sexe. C'est mes pieds, c'est mes jambes, c'est mes poumons, c'est mon cœur. Oh, mon cœur. Et je sais que l'animal, Eric, aura peur. Et c'est pas l'animal comme « oh, le pauvre », c'est l'animal comme un dieu. La partie la plus animale de mon être, celle que peut-être que vous voyez plus que moi, je ne la vois. Il paraît que je suis imposant. Et cette partie-là, c'est elle qui va me dire « je ne veux pas mourir ». Et moi, je lui dis « écoute, mon garçon, moi, j'ai bien lu Meroy, j'ai tout lu Blavatsky, je connais ce qu'a dit Jacques Lacan, t'inquiète pas. » Et à ce moment-là, ça ne marchera pas. Et si ça marche, eh bien, c'est que je me serais trompé. Ça vous va? Merci. Ne craignez pas la peur. J'avais un psy, quand on est psy, on a des psys. J'avais un psy, il m'avait dit la phrase suivante, j'avais adoré. Il m'a dit « arrêtez d'avoir peur d'avoir peur ». Alors c'était le divan à l'époque, donc je ne pouvais pas me retourner. Mais je me suis dit « mais il est con lui ou quoi ?» Mais il avait raison. Je passais ma vie à avoir peur d'avoir peur. Et quand j'ai lâché la bouteille, ça allait mieux. Moi, j'avais fumé 2 paquets de clopes par jour. C'était ma béquille à moi. Elle n'est pas mauvaise, cette béquille. Elle a des conséquences. C'est-à-dire que
dernièrement, j'ai eu un petit problème au niveau des cordes vocales. J'avais une leucoplasie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement des cellules dysplasiques au niveau des cordes vocales. Donc, avant que ça fasse cancer, il faut l'enlever. Et l'ORL que je vais voir, Popo, copine Pauline, elle me dit, mais vraiment, vous avez fumé? Je dis, mais elle est con, celle-là. Oui, j'ai fumé. Elle me dit, ah ben voilà. Et là, je lui dis, elle était plus jeune que moi. Je lui dis, il va falloir revoir vos cours. La fumée de cigarette, c'est un facteur de risque, c'est pas une cause. Et nous, alors c'était pas elle que j'ai visé, on fonctionne tous comme ça. On a tous des facteurs de risque. Le tout, c'est d'être bien avec son facteur de risque. Et puis si des fois il y a quelqu'un qui vous dit « Polo, tu es addict », maintenant vous buvez un verre de vin par jour, vous êtes addict. Il faut aller voir un psy. Conseil entre psy, continuez. C'est bien pour les agriculteurs. Essayez de ne pas en prendre deux. Le psy, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et ça, c'est ce qu'on a perdu dans notre monde. Mais moi, j'ai toujours vu dans le Berry, ma famille, conduire les tracteurs, les voitures, les camions, ils avaient tous 2 grammes tout le temps. Je ne conseille pas de faire ça. Mais à l'époque, et quand il a fallu que je fasse mon permis, c'est-à-dire qu'on me redonne des points, vous savez, j'avais un peu... Enfin, j'avais perdu quelques points. Et le monsieur qui était là m'a appris qu'avant 1974, si vous étiez alcoolisé au volant, eh ben c'était un facteur soulageant et non pas aggravant. Et vous voyez, ça m'a appris que dans nos sociétés, on doit aussi faire attention à ce qu'on appelle la norme sociale. La norme, c'est ni plus ni moins que le mercure qui vous donne soi-disant votre température. Mais c'est la température du mercure, c'est pas votre température. Alors maintenant, on n'utilise plus le mercure parce qu'on ne fait plus de température rectale, mais ça marche aussi avec les appareils plus électroniques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jamais oublier que la loi est faite pour servir l'homme et non pas le contraire. Et ça, c'est à vous, à l'intérieur de vous, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et si vous êtes malade, il y aura toujours quelqu'un, j'espère, pour vous tenir la main et vous dire « va ». En tout cas, je vous remercie infiniment et je ne regrette pas d'être venu ici. Merci beaucoup.